Et je rentre en France en disant, ça y est, on a la recette du bagel. Et on commence nos tests et c'est une catastrophe. Ma vision de Begelstein, elle m'a porté. Et je me dis, mais est-ce que je peux arrêter maintenant? Non, il faut que j'aille au bout. Peut-être que je vais me cramer les ailes, peut-être que je vais y laisser des plumes, mais il faut que j'aille au bout. Être entrepreneur, c'est inné ou ça s'apprend? Ça s'apprend, mais je suis pas du tout né entrepreneur, je le suis devenu. Si tu devais tout recommencer, tu referais les mêmes choix? Non. L'IA, c'est une révolution ou une innovation de plus? C'est une révolution. Monter une boîte, seul ou à plusieurs? À plusieurs. L'humour en marketing, bonne ou mauvaise idée? Indispensable, mais à manier avec précaution. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On n'a jamais autant parlé d'entrepreneuriat en France. On n'a jamais autant célébré les success stories, les valorisations records, les trajectoires fulgurantes. Pourtant, près d'une entreprise sur deux ne passe pas le cap des 5 ans. Une question se pose alors, qu'est-ce qui différencie les entrepreneurs qui échouent de ceux qui réussissent? Mon invité aujourd'hui a une réponse faite de créativité, de résilience. Thierry Weil, 12 ans dans le cabinet américain PwC, mais hors des sentiers battus. Il monte un bureau en pleine brousse à Nouméa, pilote la formation européenne à Londres, développe un logiciel mondial à Palo Alto, puis il devient directeur général du Racing Club de Strasbourg, et enfin, c'est un pionnier de la food tech au début des années 2000 avec un concept de sushi avant-gardiste. Et surtout, il est le cofondateur de Begelstein, le leader européen du bagel, présent maintenant dans plus de 90 restaurants à travers le monde, de la Belgique jusqu'à là. Bonjour Thierry. Bonjour. Merci d'être avec nous. Mais c'est un kiff. Eh bien, c'est un énorme kiff pour moi aussi. On a introduit, je pense, les thèmes principaux de cette discussion. C'est dingue. Quand tu rentres chez PwC, déjà, t'as pas envie de faire comme tout le monde. Alors, on t'envoie à Nouméa monter la marque au milieu de la brousse en Nouvelle-Calédonie. Raconte-nous. On a une phrase chez Begelstein, il n'y a que les poissons morts qui suivent le courant. Ça m'a hanté dès le départ. J'avais pas les mots sur le concept, mais ça m'a hanté dès le départ. Je suis rentré chez PW, il n'y avait pas le C à l'époque, on n'était pas encore fusionné avec Coopers. Et je suis tombé sur un partenaire qui m'a mis les graines de la différenciation, de ne pas faire comme tout le monde. Et il m'appelle un jour en me disant, on ouvre un bureau demain à Nouméa. Ça te dit? Je dis ouais, mais je pars quand? Ben demain. Mais combien de temps? Entre 2 semaines et 2 ans. Mais si tu veux pas, on comprend. Non, je veux. Et je suis parti dans la brousse, effectivement, avec une juridiction française très spéciale. Et c'était une aventure de dingue, une aventure entrepreneuriale. J'avais rien d'entrepreneur, j'ai pas mis de pognon là-dedans. Mais créer dans une institution aussi rigide que l'était un cabinet d'audit à dimension mondiale, dans la brousse d'un territoire français à l'autre bout du monde, c'était juste incroyable. Et à plusieurs, parce qu'une de tes questions, c'était seul ou à plusieurs l'entrepreneuriat, et ben je débarquais avec un de mes pairs qui avait commencé chez Pricewaterhouse 8 mois avant, comme moi. On était en plus ultra débutants. Et on est parti à l'autre bout du monde, on habitait ensemble. Et on a créé Pricewaterhouse, les deux gamins. Et ça a forgé des choses en moi, c'est sûr. C'est sûr que ça a planté des graines de créer quelque chose from scratch. Ça t'a donné envie d'entreprendre tout de suite? Non, à ce moment-là, j'étais un putain de petit soldat. Moi, je venais au bureau le samedi au cas où quelqu'un aurait quelque chose à me faire faire. J'avais le doigt sur la couture du pantalon. J'aurais pu me faire tatouer les lettres PW sur l'épaule droite. J'étais un soldat. J'étais pas du tout dans l'entrepreneuriat. Mais j'étais un soldat qui avait envie de créer et de construire. Mais en me mettant à la disposition, en m'engageant et pas en m'impliquant, et on le verra tout à l'heure, la différence, pour une cause qui était PW. Et j'ai joué le jeu à fond. Je travaillais tout le temps, je travaillais beaucoup, mais j'étais à fond dans l'histoire. Et ça a commencé à créer des fibres entrepreneuriales que je n'ai pas du tout mesurées à ce moment-là. J'étais pas parti pour entreprendre. D'abord, j'en avais une idée mais il faut une idée de génie, j'y arriverai jamais, c'est pas moi, je sais pas quoi faire. Commençons par grandir au sein de Pricewaterhouse, ça sera déjà génial. En plus, moi, j'ai commencé au bureau de Strasbourg. Chaque année, chez PW, il y avait 110 personnes qui étaient embauchées, dont 100 à Paris, et puis les petits bouseux provinciaux qu'on venait, parce qu'il y avait des petits bureaux à Lille, à Toulouse, à Lyon, à Strasbourg, et on était vraiment, pas mis de côté, mais on était downlookés, on va dire, pour un anglicisme.
Et puis, j'ai fini comme étant le fil rouge des partenaires à Paris, puis à Londres, puis à Palo Alto. Donc, moi, grandir au sein de cette structure, faire mes preuves en tant que petit soldat dans cette structure, ça me nourrissait largement suffisamment. Alors, il y a une autre anecdote que j'aime beaucoup, où tu racontes que un jour, tu étais tout jeune, il y a ton manager qui te demande au pied levé, parce qu'il est malade, je sais pas, de former les nouveaux arrivants, et tu te retrouves devant 110 petits jeunes que tu dois former, et tu sais pas du tout comment faire, et là, tu découvres une nouvelle passion de la transmission. Ouais, c'est en fait le séminaire d'intégration des 110, parce que les 110 arrivent en même temps. C'est une promotion annuelle chez Pricewaterhouse. Et ça se passait à l'époque à Vittel, au Club Med. Et en fait, c'était la chasse gardée des partenaires, parce qu'il y a 18 trous. Et ils aimaient bien venir prodiguer la formation pour les nouveaux. Ça durait 15 jours, en vase clos, à Vittel. Et donc, il y avait les partenaires qui venaient et puis qui jouaient au golf. Et puis moi, j'étais au bureau de Strasbourg. Et il se trouve que il y a un des partenaires qui, en dernière minute, a dû se désister. Et ils ont appelé le bureau de Strasbourg, qui était pas très loin de Vittel, en disant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut venir dépanner? Ben ouais, Bibi, il veut bien. Et donc, je me retrouve seul, junior. J'étais très jeune à l'époque, avec que des partenaires qui viennent enseigner, et les nouveaux arrivants notaient les profs. Et moi, j'étais beaucoup plus, encore une fois, engagé, le mot revient, dans transmettre, dans former. Je restais le soir ceux qui n'avaient pas compris, j'expliquais bien, j'avais des exemples qui étaient beaucoup plus proches que les partenaires qui faisaient bien leur job, mais qui étaient moins dans l'histoire. Je me retrouve avec des notes de malade mental, et je me prends au jeu. Moi, je me passionne d'éduquer quelqu'un dans le moule Pricewaterhouse. En plus, il y a tous les jeunes arrivent en même temps, ils ont tous fait des très grandes écoles. Moi, j'avais fait une école tout à fait lambda. Donc, il y a aussi cette petite revanche sur ok, j'ai pas fait HEC, mais toi, HEC, je t'apprends aussi des choses. Ça me nourrissait à l'époque. Ça me nourrissait. Et du coup, je me retrouve convoqué à la formation à Paris en me disant, mais c'est quoi cet ovni? Et ça va générer une nouvelle page de ma personne au sein de Pricewaterhouse, puisqu'on me dit, viens intégrer la formation. Et là, je me dis, je veux pas perdre tout le pied. Je veux pas faire que de la formation. Je veux garder un pied sur le terrain, donc je fais deux choses à la fois. Je fais de la formation et je continue à faire de l'audit. Et le fait de faire deux choses à la fois va aussi être très formateur pour la suite, parce que jamais une seule corde à son arc. J'habite à Strasbourg, je travaille à la fois à Paris, puis je travaille à la fois à Paris et à Londres parce que je suis repéré par la formation européenne. Et donc, j'ai pas mal de choses. Tout ça commence à construire un peu, sans que jamais il y ait la notion d'entrepreneuriat qui vienne encore. Je suis à fond dans Price. Alors, il y a peut-être une étincelle qui va faire jaillir le feu entrepreneurial, c'est ton aventure à Palo Alto. Tu pars d'un bébé tout jeune, je crois. Ouais. Tu pars avec le bébé sous le bras en 96. Et là, c'est la folie. C'est le début de l'Internet à Palo Alto. Ouais. Et tu vas travailler sur le déploiement d'un gros logiciel B2B. Ouais. Comment ça se passe? D'abord, il y a la notion de flexibilité qui, encore une fois, va servir et nourrir mon entrepreneuriat ultérieurement. Quand, après 6 mois, on me dit, est-ce que tu veux partir demain matin à Nouméa pour ouvrir le bureau? Oui. Quand, à Londres, je me fais convoquer dans le bureau d'un gros partenaire anglais qui me dit, on a un gros projet mondial qui est de construire le logiciel de demain de l'audit sans papier. À l'époque, on avait des tonnes de papier, tous les dossiers étaient papier, des photocopies de malades. Et là, l'idée, c'était sans papier. Mais on veut pas que ce soit les Américains qui aient le lead dessus. On veut avoir le co-lead en tant qu'Européens avec les Américains. Est-ce que tu veux prendre en charge le projet? Bien sûr. C'est quand? C'est demain. Quoi, demain de nouveau? Ouais, demain, tu pars à Palo Alto, si tu es d'accord. Ok, je prends ma femme, je prends mon fils, qui avait 8 mois, et on part à Palo Alto. Et je me retrouve au sein de la Silicon Valley, parce que c'est vraiment là que tout se passait, avec un gars qui me dit, regarde, je vais te montrer un truc. Je pense que ça a changé ta vie. Ça s'appelait Internet. Jamais entendu parler. Mais je dis, mais je sais même pas comment l'utiliser. On fait quoi avec ça? Il me dit, par exemple, tu cherches une pizzeria. Eh ben, tape pizza San Francisco et tu vas trouver. Je peux regarder les pages jaunes. Les pages jaunes. Donc, c'était encore. Et à l'époque, tout le monde était milliardaire dans la Silicon Valley. C'était une bulle incroyable parce que les gens levaient des millions avec 2 bouts de ficelle dans un garage.
il y avait du cash partout, il y avait du plein emploi. Il y avait, si vous nous aidez à trouver une vendeuse de chaussures, on vous offre 10 paires de chaussures. Les caissières au supermarché avaient choisi d'être caissières au supermarché. C'était assez incroyable. Et moi, on me confie la mission de créer ce logiciel avec un budget qui servirait de l'Afrique du Sud à la Norvège en passant par l'Uruguay et le Pakistan. Et c'était incroyable comme projet. Alors encore une fois, il n'y a rien d'entrepreneuriat dans le fond, mais c'est monter from scratch, créer une équipe et arriver à quelque chose de ultra concret qui allait changer la vie des 50 000 auditeurs du monde entier. Waouh, c'était vertigineux. Alors, cette aventure extraordinaire chez Palo Alto, elle a commencé à allumer le feu, là. Ouais. Et puis là, tu décides de changer d'univers. Et là, tu rentres dans le monde du foot. Alors, comment est-ce qu'on passe de PwC, auditeur, sérieux, logiciel un peu entrepreneurial, mais c'est quand même le monde de la comptabilité, de la rigueur, des tableaux de bord. Et tout d'un coup, tu arrives au RC Strasbourg pour prendre en charge tout ce qui n'est pas lié au sport spécifiquement, c'est-à-dire la direction générale du RC Strasbourg. Pourquoi est-ce que tu fais ce choix? Alors, d'abord, c'est mon club de cœur. C'est-à-dire, moi, je suis strasbourgeois, j'ai grandi dans le stade, j'ai vibré dans le stade. Ils étaient une seule fois dans l'histoire du club champion de France. C'était en 79, j'avais 13 ans, donc à un âge où on voit ça, on vit ça encore avec plus d'intensité. Et puis, il se trouve que le club appartenait à la ville de Strasbourg et venait d'être acheté par un gros groupe américain qui s'appelait IMG McCormack, qui est spécialisé dans le marketing sportif et qui a acquis ce club et qui voulait le structurer, de lui donner une dimension internationale, donc reporting, travail avec les Américains, et il cherchait un directeur administratif et financier. Et moi, j'en ai entendu parler parce que Pricewaterhouse était auditeur d'IMG McCormack. Et donc, je me retrouve avec la possibilité de revenir dans ma ville natale, de travailler pour mon club. Pour des Américains. Pour des Américains. Idéal. C'est incroyable. C'est juste tout qui s'aligne. J'ai passé 9 entretiens à Cleveland, à Londres, à Paris, à Strasbourg. Et un matin, je vais arriver au stade pour commencer mon premier jour au stade. Et je me pince. C'est-à-dire que les mecs avec qui j'allais bosser, je les avais en poster dans ma chambre quelques temps avant. C'est juste lunaire. Et je découvre le monde du foot. Et comme tu l'as très bien souligné, moi je viens de l'orthodoxie financière et je me retrouve dans un monde. En plus, ça date maintenant, on est en 97, donc c'est encore très très amateur. Et on venait de gagner. Ainsi comme de Strasbourg, la Coupe de la Ligue, on était qualifié en ce qui s'appelait à l'époque la Coupe de l'UEFA, qui est l'Europa League aujourd'hui. Et on va au tirage au sort des premiers matchs de la Coupe de l'UEFA. Et moi, j'arrive, je suis là depuis 15 jours, je connais rien. Et on tombe contre les Glasgow Rangers. Et je vais donc saluer mon homologue en disant, bon, on va organiser ça. Et il me remet un dossier mouse costaud avec tout ce qu'il faut pour organiser un déplacement. Et moi, j'avais rien. Et je me retrouve dans ce monde. Je me dis, ok, je vais aussi construire quelque chose. Je vais aussi construire l'upgrade professionnel de ce club qui était amateur, pas plus ni moins que les autres clubs français, mais parce qu'en France, à l'époque, on était plutôt amateur. Et puis, on va révolutionner le stade de la Méno. Il y avait un centre de formation à l'intérieur, on va créer un centre de formation externe, on va construire des salons, on va multiplier les rentrées de cash parce qu'on a du marketing à monter. Et là encore, je suis pas en train de me dire, je veux créer ma boîte, mais je construis quelque chose. Et je construis quelque chose avec un ingrédient qui va me devenir indispensable pour toute la suite, avec la passion. Parce que je suis passionné de ce club et que je le vis de l'intérieur et que j'ai les rouages et les rênes pour pouvoir l'amener, dans ma vision en tout cas, qui est plus de professionnalisme. Alors, la passion et la raison, ça fait pas toujours bon ménage. Et là, tu es confronté à des situations complexes. Ouais, je suis confronté à des situations probablement inhérentes au foot où il y a beaucoup d'argent et beaucoup moins de neurones, ou en tout cas beaucoup moins de garde-fous. Je me retrouve à
à être confronté à des situations pour lesquelles je suis pas prêt et pas formaté. Il y a des transferts de joueurs qui sont complexes, voire borderline. Et je me retrouve à travailler avec des gens qui ont pas la même notion d'éthique que moi. Et là, la question, c'est quel camp choisir? Parce que ces gens sans éthique sont sur toutes les chaînes de télé à donner des leçons de vie, de morale, voire d'éducation. Et je vois l'envers du décor. Et je me dis, qu'est-ce que moi je dois transmettre à mes gosses? Est-ce que c'est moi qui ai raison ou est-ce que c'est eux? Est-ce que c'est moi qui suis en décalage? Est-ce que ma boussole le nord de ma boussole est bien au nord ou pas? Et ça va être une période très complexe. Et puis j'ai décidé de pas renier mes valeurs et pas d'aller à l'encontre de qui je suis. Et donc l'expérience va finalement être assez courte, elle va durer un peu moins de 3 ans, mais elle va être formidable en termes de formation. Ça va être dur comme décision à prendre. Ouais. Tu es dans ton club de Ouais. cœur, Ouais. à une fonction clé avec des Américains, c'est un peu le job de rêve. Et puis là, tu dois dire bah non. Alors, je suis pas le seul à le dire parce qu'en fait, quand je dis ben non, c'est pas forcément dire aujourd'hui j'arrête. C'est aujourd'hui je mets en place des choses et je refuse de faire des choses qui vont probablement m'amener à ce qu'on se sépare de moi. Mais je l'assume. C'est comme ça que ça s'est passé. D'accord. Mais en Donc plus, finalement, tu as creusé ton sillon. ouais. Et puis, ok, vous voulez être avec moi, super. Ouais. On est dans la bonne direction. Si vous voulez pas être avec moi, Moi, je peux pas aller dans l'autre sens. je peux pas aller dans Mais le sillon. il faut aussi repositionner l'histoire. On est à Strasbourg, petite ville. Quand on est directeur général, parce que j'ai commencé comme DAF, et puis rapidement, comme tu as souligné, je suis devenu directeur général chargé des affaires non sportives. Il y avait à mon côté un directeur général chargé des affaires sportives. Je choisissais pas les joueurs qu'il fallait acheter, je n'ai pas cette compétence. Par contre, je gérais le club en tant qu'entreprise. Mais je me suis retrouvé dans des choix cornéliens. Et quand on est à Strasbourg, petite ville, qu'on est directeur général du Racing Club de Strasbourg, on a une exposition de dingue. Donc c'est aussi complexe de prendre des décisions calmement, à froid et intelligemment. Tu devais avoir des pressions de partout extraordinaires. J'ai un bon copain qui était patron de TLT, la télé à Toulouse, là. Ouais. Et aussi, il était au milieu d'enjeux politiques, économiques, pas toujours. Quand le matin, vous avez un journaliste qui vous appelle en disant il y avait de la lumière tard chez toi le soir, qu'est-ce qui se passe? J'étais avec ma femme. Son mariage. Quand vous avez des gens qui vous croisent dans la rue et qui disent comment ça va la petite famille et qui vous citent les prénoms de vos enfants qui ont respectivement 3 et 2 ans, et vous dites waouh, ça va loin. Ça va loin, ça va loin. Et donc, au bout de presque 3 ans, tu quittes le RC Toulouse et puis bon. Strasbourg. Pardon, Strasbourg. Et puis quelques années après, tu décides de monter Begelstein. Il y a eu une expérience entre. Et tu veux nous en parler Oui, rapidement, parce que elle est fondatrice pour Begelstein. D'accord. Et elle est un passage obligé pour Begelstein. Je rencontre un homme avec qui je suis encore associé, qui s'appelle Gilles Abécassis, qui est mon beau-frère, le mari de ma sœur, et avec qui on s'entend très très bien, et on ne parle principalement, mais on parle beaucoup de bouffe. On est fasciné par ce monde-là. Il vient pas de l'univers de la restauration, moi non plus. Et on décide d'ouvrir ensemble à Strasbourg un restaurant orienté autour du sushi. Ça paraît anodin aujourd'hui, mais on est en 2003-2004. Ça n'existait pas. Ça n'existait. Il y avait les restaurants chinois. Ouais. Et puis des restaurants japonais très haut de gamme. Ouais. Mais le sushi, personne n'en parlait. Personne n'en parle. Et on va le faire à Strasbourg. Et on va le faire avec un tapis roulant, un kaiten, qui va être énormissime. Et on va le faire avec, là encore, une fibre qui va se rajouter à l'entrepreneuriat, avec zéro paradigme. On vient pas de ce monde-là, on n'a pas les codes. Donc on le fait avec notre kiff. Donc sur le tapis roulant vont tourner des sushis saumon, des yakitori poulet, mais on n'aime pas les desserts à base de pâte de haricots rouges. Donc on va travailler avec un pâtissier strasbourgeois, et on va avoir des macarons framboise basilic, des millefeuilles au praliné,
Et on va décaler l'histoire. On va avoir des Saint-Jacques sautés au popcorn, du poulet caramélisé au coca. On va partir dans un univers très particulier. Déjà borderline en termes d'identité. Il y a de l'humour un petit peu partout. Et on va surkiffer cette aventure. On va décider de la dupliquer. Et au dernier moment, on va revenir en arrière sur la duplication. Parce qu'on dépend trop des sushi chefs qui sont introuvables à l'époque. Et qu'on n'a pas de traçabilité en termes de contrôle interne. Il faut se rappeler que je viens de l'audit. Et donc, on va dire non, on va faire autre chose. Et on va faire autre chose, on a un grand point d'interrogation et on va le faire. Et là, je suis entrepreneur. Là, il y a eu le basculement. On va faire autre chose, ça se dit, viens, on prend un local qui est en face d'un collège à Strasbourg. Et on va trouver une idée à partir de là. Donc, on va se balader en Angleterre, on regarde ce qui se passe, on regarde des tendances. Est-ce qu'on part sur la street food asiatique? Est-ce qu'on peut... Et puis, on est en face de ce collège, on dit, merde, quand même, ce qui serait chouette, c'est de capter toute la clientèle des gosses qui sèchent. Donc, on va faire un truc où on récompense les enfants qui ont séché. C'est la prime à sécher. Et on se dit, mais faire des bobounes ou des soupes faux, c'est bien à midi, mais toute la journée, ils vont pas bouffer des soupes ou des bobounes. Viens, on fait un truc un peu coffee shop. Alors aujourd'hui, le mot est plus que galvaudé, mais à l'époque, où il y a des pâtisseries. Et merde, mais les bagels. Moi, j'ai habité aux États-Unis, Gilles aussi. Et on commence à travailler sur ce truc-là. Pendant 1 an, on va payer un loyer avec rien dedans, à réfléchir à ce qu'on va y faire. Je vais embaucher un boulanger en disant, les bagels, on veut essayer ça. Et puis, c'est quoi? Personne ne connaissait. Personne. Et là, tu vas à New York. Je vais à New York. Parce que j'ai ma recette. On va travailler pendant des mois sur la recette, mais elle me convient pas. Je prends mes bagels qui me conviennent pas. Je vais à New York. Je tape à la porte des fabricants de bagels en leur disant, je serai jamais votre concurrent. Je suis à 8000 km, mais aidez-moi, il me manque des trucs, c'est pas... Et ils m'envoient tout chier. Je me suis pris râteau sur râteau. Sauf un mec à Brooklyn. Scott, si tu nous entends. Qui va dire, attends, les bagels, c'est toute ma vie, je ne supporterai pas qu'on les fasse mal, même à l'autre bout du monde, mets ce tablier et je vais te montrer. Je suis resté quelques semaines avec lui. Et j'ai pu corriger tout ce qui allait pas, la température, la gestion de la flotte, la chambre de pousse, les farines à utiliser. Parce que peut-être pour ceux qui connaissent pas, tu peux nous dire ce que c'est que le bagel? Ça date du XVIIe siècle, ouais. Je crois, des immigrants d'Europe de l'Est qui arrivent aux États-Unis et qui ont ce pain très spécifique. Tu peux nous le dire en 2 mots? Il est très spécifique parce que déjà dans la pâte, il y a des ingrédients qui sont secrets, mais qui sont essentiels. Mais après, il y a la notion. Donc ça, maintenant aujourd'hui, c'est quand même assez connu. Donc c'est un pain qui est à la fois croustillant et très moelleux à l'intérieur, qui est en forme de donut. Donc c'est un cercle avec un trou au milieu, parce que c'est pas, c'est une légende urbaine, mais on dit que c'était le boulanger qui avait voulu à un des rois, je sais pas si c'est Hongrie, lui rappeler la forme de l'étrier de son cheval. Mais la spécificité, c'est son mode de cuisson, où il doit être trempé, après avoir passé du temps en chambre de pousse, il doit être trempé dans de l'eau bouillante, ce qui va lui conférer une légère croûte qui va le protéger pendant la cuisson au four. Donc ça va permettre d'avoir le croustillant du dehors et le moelleux de l'intérieur. Et c'est la spécificité du bagel. Et donc je suis à New York, je fais tous mes ajustements, je bouge tous mes curseurs, et je rentre en France en disant, ça y est, on a la recette du bagel. Et on commence nos tests, et c'est une catastrophe. Et en fait, les gens n'aiment pas, parce que le bagel américain, il est extrêmement dense, extrêmement lourd. Et le palais français, qui est habitué à la baguette, à sa légèreté, ça passe pas. Et donc, j'ai ma bonne recette, mais je vais la dégrader ou la modifier pour s'adapter au marché. Et on va ouvrir le 5 janvier 2011 le premier Begelstein à Strasbourg, dans un emplacement qui n'avait rien d'emplacement numéro 1, avec l'erreur la plus grave à commettre en termes de retail. Il y avait 3 marches à monter pour arriver chez nous, un concept que personne ne connaît, mais déjà ultra marketé. Il y avait du Begelstein partout.
les casquettes, les stylos, les serviettes, le PQ, tout était Begelstein. Et les gens rentraient là-dedans et ils disaient, ah ouais, Begelstein. Ah ouais, je connais bien. Moi, chaque fois que je vais à New York, je vais au Begelstein de New York. Et nous, on disait, oui, oui. Et donc, on va ouvrir en 2011 et on va le faire à l'envers de tous. Je sais pas si c'est une bonne recommandation et à suivre comme conseil. De toute façon, aujourd'hui, ça serait plus possible. On va le faire sans apport. On va réussir. Alors, mon associé est très fort pour plein de domaines, mais y compris celui-là. On a réussi à emprunter 120% pour un concept qui n'existait pas. Et on va ouvrir nos 2 premiers restaurants à Strasbourg, qui sont à 4 mois et à 400 mètres d'intervalle. Mais déjà, les 400 mètres vont mettre en place un des aspects de l'ADN de Begelstein, qui est une cuisine centrale qui livre plusieurs restaurants. Là, c'est pas une cuisine centrale, c'est on fabrique dans la cave de l'un des deux et on va livrer l'autre. Mais on a. Et quelques mois après, on va avoir une opportunité de dingue pour un emplacement 1+ à Strasbourg. Et on va ouvrir le 3e à Strasbourg, cette fois-ci dans un super emplacement. Toujours en autofinancement, en emprunt, c'est assez complexe. Et Strasbourg, ville européenne, on a des parlementaires qui arrivent là-dedans et qui disent « C'est quoi cet ovni ? Moi, je vais ouvrir ça à Berlin, à Lisbonne, à Londres, à Copenhague. » Et on se dit bah, « Il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer. » quoi. Et on va avoir un coup de pouce du destin qui est qu'il va y avoir l'inauguration de l'Apple Store à Strasbourg. Et la direction d'Apple France vient inaugurer, il pleut, ils viennent se réfugier boire un café chez Begelstein. C'est quoi ce truc-là ? Je veux absolument qu'on puisse en avoir à côté de nos Apple Store dans les centres commerciaux. Et donc, ils envoient dans les centres commerciaux un message disant Apple aimerait bien qu'il y ait Begelstein. Et les centres commerciaux, c'est quoi ça ? Personne ne nous connaît, hein. Et on se retrouve avec une opportunité qui est de prendre un emplacement à Lyon, au centre Pardieu, qui est le 2e de France après les 4 temps de la Défense, et de pouvoir donner un nouveau rayonnement à la marque. Sauf que on fabrique tout nous-mêmes, on congèle rien, on livre tous les jours nos points de vente à partir d'un autre point de vente. Comment je fais à Lyon ? On va décider d'ouvrir une 2e cuisine centrale à Lyon. Mais pour ouvrir une 2e cuisine centrale et l'amortir, il faut un 2e point de vente que celui dans le centre commercial. Donc, on va monter un projet. Et ce projet, ça aussi, une grande leçon d'entrepreneuriat. On obtient un accord de banque, on signe le bail à Pardieu et la banque va revenir en arrière. Et ça va être d'une violence. Et on va devoir, alors qu'on a porté 200 000 euros, on a emprunté 400 000, les 600 000 nous permettaient de couvrir notre budget. On va devoir le faire passer de 600 000 à 200 000 et le financer avec juste l'apport, puisque la banque était revenue en arrière. Ça a été avec Gilles, mon associé, on en parle encore de temps en temps, où finalement le matériel neuf qu'on devait acheter, on va l'acheter d'occasion sur le Bon Coin à des gitans dans la forêt à Lons-le-Saunier, où il fallait mettre les billets par la fenêtre de la voiture où on avait les projecteurs des voitures dans la gueule pour pas qu'on voit leur visage, et ils déposent le four dans la forêt et démerde-toi. Ouais, c'était une belle aventure entrepreneuriale. Et alors, comment tu prends la décision entre j'ouvre en propre? On recevait il y a quelques mois des grands spécialistes des réseaux de franchise en France qui nous expliquaient les enjeux des franchiseurs aujourd'hui. Comment tu prends la décision, on développe en propre ou on va finalement trouver des gens qui vont investir leur propre argent et nous on reste maître de la marque? Comment se fait ces choix-là? Parce qu'au début c'était que des magasins propres. Au début c'est que des magasins propres parce que la franchise, au-delà de l'aspect juridique, c'est avant tout montrer une exemplarité. Donc, c'est montrer qu'on a créé un concept, qu'on l'a rendu successful et qu'on va vous permettre d'y accéder et vous-même d'avoir votre enseigne avec notre marque successful. Donc, ça commence toujours par de la succursale. Sauf que nous, comme exposé, on a tout emprunté et on a malheureusement un BFR
parce que je passe de 1, puis 2, puis 3 restaurants, mais je fabrique tout. Je congèle rien, je suis en flux tendu. Et ça veut dire qu'il me faut des fours supplémentaires, du personnel supplémentaire, et il me faut des zones de stockage supplémentaires, il faut que j'achète ma bouffe avant. Donc il y a un vrai BFR à financer et on est à l'agonie. Donc la question, elle se pose même pas de dire est-ce que nous, on peut ouvrir des succursales? En tout cas pas à ce moment-là. On se dit, on a un concept, il y a quelque chose à faire, à creuser, à développer, mais on n'aura pas les moyens de le faire. La franchise est un des moyens de faire financer le développement de sa marque à travers un réseau par des tiers aussi. Alors c'est win-win, hein, je suis pas en train de prendre l'argent à des gens, mais on n'avait pas le choix à ce moment-là. On n'aurait pas pu financer un développement en succursale. Ce qui s'est fait ultérieurement, après notre deuxième levée de fonds, on a eu du cash, et là, notre nouvel investisseur nous a fortement recommandé d'arrêter le développement en franchise et de le continuer en succursale. Avec des arguments qui, sur le papier, sont pas idiots, qui est de dire la franchise, c'est beaucoup d'immatériel et il y a peu de substance à l'actif du bilan. Pas forcément avoir des murs, mais au moins des fonds de commerce qui sont à vous. C'est plus rassurant. Ouais, exactement. Et ça, c'est 2014, c'est ça, la levée de 10 millions? Alors, la première levée de 14, c'est en 2000. La première levée de fonds, c'est en 2014, mais ces propos-là, c'est la deuxième levée de fonds qui sera en 2016. 2016, d'accord. Début 2017. Ouais. 2014, c'était une période un peu tendue. Une crise de croissance, quoi. Ah ouais, complètement. Et avec des investisseurs qui sont Gilles et moi, des fondateurs, qui n'avons pas joué notre rôle de fondateur. On a tout créé avec 1 000 € de capital et tout emprunté. C'est pas une bonne idée, hein. Et ça se paye. Quand on a une croissance forte à financer, ça se paye. Parce qu'au bout d'un moment, le crédit bancaire, il va s'arrêter. C'est pas encore assez rapide pour régénérer du cash et financer sa croissance. Donc, c'est compliqué. C'est même très compliqué. Et en fait, on va faire une première levée de fonds en 2014. Et ça va presque servir a posteriori à nous faire jouer notre rôle d'actionnaire fondateur du départ qu'on n'a pas joué. C'est-à-dire qu'on va financer des choses a posteriori qu'on aurait dû financer au départ. Je dis pas que c'était pour payer les dettes de la croissance, mais pas loin. Okay. Mais après, il y a une partie qui va aussi générer de la croissance. Mais très vite, on se retrouve à une situation qui est presque normalisée au lieu d'être un levier, un booster phénoménal. Ouais. Okay. Et c'est pour ça qu'on va être sollicité du coup par une grosse banque d'affaires très rapidement qui nous dit j'ai beaucoup de demandes pour m'intéresser à votre dossier. Je dis bah oui, mais on vient de lever des fonds. Oui, mais c'est pas grave, on peut peut-être retravailler le dossier différemment. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Et donc on a relevé des fonds assez rapidement, 2 ans après, pour le coup financer de la croissance pure. Mais cette croissance pure, elle a été, quand tu me demandais au début, est-ce que tu reprendrais les mêmes décisions a posteriori, celle-là, clairement, non. Non, pourquoi? Non, parce que on s'est dit, ok, c'est pas con, mettons un frein à notre développement en franchise et accélérons en succursale. Et on va le faire à la Begelstein, à savoir vite et efficacement. Donc, on va passer en 1 an de 4 succursales à 22, de 50 à 400 salariés, avec pas forcément les ressources pour piloter cette croissance, pas les outils de pilotage. Et il faut comprendre qu'il y a une différence énorme entre une succursale et un restaurant en franchise, qui est l'engagement. On y revient toujours, hein, c'est un fil rouge. À Strasbourg, on a un restaurant qui est dans un emplacement 1+, qui est à côté d'un cinéma, qui ferme à 22h le samedi, et je passe à 18h30, il n'y a plus rien à vendre. Plus rien. J'ai des vendeurs et des vendeuses qui sont sur leur téléphone derrière le comptoir, qui me voient arriver, qui se mettent au garde à vous en disant « Oh là là, on s'est fait défoncer aujourd'hui, il y a eu un monde de dingue !» Je regarde les chiffres, effectivement, on a bien fonctionné. Mais je regarde surtout
ce qu'ils ont commandé la veille pour approvisionner le restaurant, et je vois que c'est sous-évalué volontairement de 30%, pour arriver en fin de journée en disant il n'y a plus rien, est-ce qu'on peut fermer? Il n'y a plus rien à vendre. Et on se retrouve avec une différence. Alors, c'est le passé, je ne sais pas s'il nous écoutera, c'est plus le cas aujourd'hui, hein, mais ça a été le cas dans cette période notamment. Et on voit toute la différence entre un franchisé qui a mis ses couilles sur la table et qui s'est engagé dans le projet, avec des managers. Encore une fois, c'est pas tous le cas, hein. J'ai aujourd'hui à Strasbourg, on a un gars exceptionnel, mais on a ce risque-là en management de succursale qui n'est pas assez contrôlé et suivi. Et aujourd'hui, entre un franchisé qui s'engage et un manager de restaurant succursale qui s'implique, c'est pas la même chose. C'est quoi l'équilibre aujourd'hui? Donc, il y a près d'une centaine de points de vente maintenant? Oui. Et suite à ça, on a vécu une période extrêmement difficile à ce moment-là. Ouais. On se retrouve avec une hypercroissance non maîtrisée, non financée, et je vais cramer mon cash pour cramer du cash. Sur les 22, il y en a la grande majorité qui n'est pas rentable. Et je me retrouve avec des baux que je peux pas arrêter, des baux commerciaux. Je me retrouve avec des salariés, je me retrouve dans une situation waouh. Et ça va très très vite, hein. Ça va très vite et on perd pied. Et à ce moment-là va arriver le Covid. Donc on se retrouve dans une situation, et heureusement, j'ai un investisseur qui croit en les hommes, qui croit en Gilles et qui croit en moi. Et qui va nous aider en nous finançant le passage compliqué, juste à l'entrée du Covid. On va se retrouver en Covid en disant qu'est-ce qu'on fait? On peut pas. Et le Covid va être une période bénie. On va changer plein de curseurs. Je peux te donner plein d'exemples. Par exemple, avant le Covid, on fait 17% de notre chiffre d'affaires en hiver avec des soupes qu'on vend beaucoup. Elles sont extrêmement qualitatives dans les restaurants Begelstein. Arrive le Covid où le business se fait sur les plateformes de livraison, Deliveroo, Uber Eats. On a nos soupes sous l'enseigne Begelstein sur la plateforme, mais personne ne l'achète à ce moment-là. Ils ne veulent que des bagels. On va créer une autre marque qui n'est pas une dark kitchen. C'est juste une marque virtuelle sur Deliveroo, Uber Eats qui s'appelle les soupes à bébé, et par l'intermédiaire duquel on va vendre les soupes Begelstein juste sous une autre marque. Et on va passer de 17 à 24% de chiffre d'affaires avec les soupes. Nos clients nous réclamaient des frites depuis des années. Un des facteurs clés de succès de Begelstein, c'est que ça coûte pas très cher d'ouvrir un restaurant Begelstein, que c'est pas très compliqué techniquement, on n'a pas besoin d'extraction. Sauf que quand on veut faire des frites sans extraction, c'est soit du air fryer, et je m'y résous pas, c'est pas bon, soit on n'en fait pas. Jusqu'au moment où, pendant le Covid, on va travailler avec un fabricant de friteuses, et ils vont sortir une friteuse à huile sans extraction. C'est une espèce de grosse boîte étanche, ça coûte un rein, mais ça va nous permettre de vendre des frites. Les frites ne vont être que de la valeur ajoutée pour nos franchisés, et on va jouer pleinement notre rôle de franchiseur en donnant un effet de levier monumental au chiffre d'affaires de nos franchisés. On va avoir on livre tous les jours nos restaurants avant le Covid avec des bagels, des cookies, des cheesecakes, des muffins, des cakes qu'on fabrique nous-mêmes, sans conservateur, sans produits chimiques, sans adjuvants, et qu'on va livrer tous les jours dans tous nos points de vente. Sauf que ça coûte de l'argent. Arrive le Covid, comment redonner de la marge à nos franchisés? Nous n'existons que parce que nos franchisés existent et sont rentables. Ça serait bien de pouvoir livrer à des espaces, pas forcément tous les jours, mais tous les 2 jours. Mais problème, la durée de vie d'un bagel, c'est 24 heures. Ok. Mais on va travailler avec un cabinet de conseil en planification qui dit, moi, je peux vous l'augmenter. Je rajoute des produits chimiques. Non, je veux pas. Pas de conservateur. Ok, on va travailler différemment. Et je reviens à mes premiers amours, et on va travailler, comme je l'avais fait à New York, mais avec des gens expérimentés, sur la température de l'eau, des enzymes naturelles qui ont rien de chimique, et on va réussir à faire passer nos produits sans produits chimiques. Nos bagels vont durer de 24 à 48 heures. Et on peut livrer, non plus tous les jours, mais tous les 2 jours, des produits sans aucun impact organoleptique. Et ça va diviser par 2 la facture de transport de nos franchisés. Et ça va redonner encore du pouvoir d'achat. Donc, le Covid, sur plein de leviers, on sort du Covid et on redevient EBITDA positif.
Et ça va être une grande fierté pour Gilles et moi aussi, de dire, OK, créer la boîte, c'est bien, mais gérer une tempête, comment la gérer? Et en sortir Plus fort, c'est autant kiffant que de créer sa boîte. Et on va repartir. Alors après, il va y avoir plein d'événements conjoncturels aussi. L'Ukraine et le fameux coup du grain de moutarde qui va exploser dans l'Europe. Et nous, on est notre propre centrale d'achat. C'est-à-dire qu'on a notre cuisine centrale à Pantin et on va livrer de la cuisine centrale tout ce qui sert à faire fonctionner un restaurant Begelstein. Des bagels, des cookies, des cheesecakes, mais aussi des tomates, de la salade, du poulet, du saumon fumé, mais aussi du PQ, des bics, des rouleaux d'imprimante. Et on va jouer ce rôle. Arrive cette période complexe avec de l'inflation partout, et on va décider que notre stratégie, c'est autour de la franchise, pas forcément de la vente de denrées. Donc on va devenir un coussin amortisseur pour, pour essayer à cette période complexe de préserver les marges de nos franchisés. Et ça va aussi redonner une nouvelle dimension stratégique à l'histoire. Et si je fais le lien avec mon histoire personnelle, la, la flexibilité, la prise de risque, la construction du réseau, elle trouve ses racines dans l'histoire personnelle. Oui. Et si je reviens à ta première question, est-ce qu'on est entrepreneur? Je ne le suis pas né du tout. J'étais pas du tout dans un format d'entrepreneuriat. Et j'y suis arrivé, et ça a pris du temps, beaucoup plus que... Moi, je suis très admiratif des gens qui créent très vite des structures. Moi, j'avais besoin de m'appuyer sur un socle presque académique, théorique, ou pricewaterhousien. J'aurais pas pu le faire sans. Donc, je suis plus laborieux que d'autres profils qui sont géniaux. Moi, j'ai... Après, si je peux me permettre, moi j'ai accompagné pas mal d'entrepreneurs successful qui revendent au bout de 5 ans ou 10 ans leur boîte. Et puis après, parce que c'était leur première expérience professionnelle, parce qu'ils n'ont pas construit des piliers solides de personnalité, ils se retrouvent complètement perdus. Ah ouais. Complètement, avec grosse crise existentielle, alors qu'ils ont 20 millions en banque, tu vois. Toi, finalement, à force de persévérance, de travail, de focus, finalement, tu as construit quelque chose qui paraît beaucoup plus solide, tu vois. Ça a été plus long et pas un long fleuve tranquille. Et pas un long fleuve, c'est jamais un long fleuve tranquille. Non. Une aventure entrepreneuriale. Alors, il y a un autre sujet que j'aimerais aborder parce que je sais qu'il tient beaucoup à cœur. C'est l'humour. Je voudrais lire deux petites phrases qui sont sur ton site ou sur la page Wikipédia qui retracent bien l'esprit de Begelstein. Begelstein, ce n'est pas un trou dans un pain rond, c'est deux super piliers sur lesquels on mise tout. On ne se contente pas de remplir bêtement le ventre de nos chers clients, on ambitionne de les émouvoir, de les faire marrer. Bref, qu'il se passe un truc en eux, quoi. Tout ça n'aurait aucun sens si ce qu'on leur servait n'était pas sublimement bon. Des recettes différentes tous les mois, des bagels 100% faits par nous, des produits fabriqués tous les jours par des boulangers, des pâtissiers, le tout livré tous les matins au restaurant. Notre objectif, servir les meilleurs bagels du marché et vous occuper la tête et l'esprit. C'est important pour une marque d'occuper la tête et l'esprit. Mais en tout cas, pour nous, c'est fondamental. Et ça a été immédiatement un credo. Et je le dis toujours, et c'est très juste ce que tu viens de dire. On a deux piliers. Que ce soit bon et qu'il se passe quelque chose dans la tête. Mais c'est assez complexe à comprendre. Qu'il se passe quelque chose dans la tête étant numéro 1. J'exagère le trait, c'est faux. Mais on aurait pu faire des abat-jours. Sauf qu'on a fait de la bouffe parce que Gilles et moi, on est passionnés de bouffe et que ça a été... Quand on s'est rencontrés et quand on s'est kiffé l'un l'autre, c'était autour de ça. Mais aujourd'hui, je dis pas que il faut que ce soit bon pour que ce soit drôle. J'exagère encore le trait, mais ça permet de comprendre l'histoire. L'état d'esprit est fondamental. Alors, c'est aussi extrêmement complexe. Et on a vu l'évolution de cette complexité. On existe depuis 15 ans aujourd'hui. La manière de parler, de rire ou de faire rire est devenue extrêmement complexe. Alors, il y a eu des campagnes qui ont fait polémique, pour dire le mot. Forcément. Forcément. On est borderline et on l'assume. C'est très compliqué d'assumer cette borderlineitude. Alors, c'est de plus en plus compliqué, d'autant plus quand on a un réseau de franchisés
Donc, quand on a 3 restaurants et qu'on se dit je vous emmerde si ça vous plaît pas, dans nos restaurants, il y a une urne funéraire où c'est marqué ici reposent les cendres de notre client le plus difficile. Ok, j'ai un gars tout au début de l'aventure qui vient et qui me dit comment vous pouvez, j'ai perdu mon père, j'ai la même urne dans mon salon, c'est dégueulasse ce que vous faites. Et je lui ai dit très sincèrement que j'étais désolé pour son papa et que je voulais blesser personne, mais que j'allais pas l'enlever et que je comprends qu'il ne veuille plus revenir, mais que ça fait partie de notre ADN et que c'est pas pour déranger quelqu'un en particulier. C'est un trait d'humour comme il y en a des dizaines au centre d'un restaurant. Après, il y a des phrases où, alors je vais pas les citer là parce que je vais avoir des emmerdes, mais on a eu des choses Qui sont un peu misogynes, un peu. Alors, elle n'était pas. Personne n'est venu m'emmerder quand j'écris la cravate indique la direction du cerveau de l'homme. Hein. Et pourtant, c'est le pendant d'autres choses qu'on m'a reproché. Quand j'écris sur nos vitrines, je dis je, mais c'était une phrase de Gilles. Free Wi-Fi pour les filles. C'est juste génial. C'est une idée géniale parce que ça ne veut rien dire. C'est du topor, c'est de l'absurde. J'aimerais maintenant passer sur un côté un peu plus perso. Au plus pur de la crise, tu n'avais pas de couverture sociale ni médicale et tu as dû aller servir de cobaye pour les laboratoires pharmaceutiques pour payer les factures. Quand est-ce que tu te dis, OK, je continue et j'y crois et OK, je vais faire des tests, je vais jouer le cobaye comment tu prends cette décision de continuer alors qu'il y a quand même pas mal de signaux négatifs? C'est une question fondamentale de l'entrepreneuriat, ce que tu poses là. C'est vraiment parce que, et surtout aujourd'hui en 2026, dans les médias, quand on parle de patrons, d'entrepreneurs, on a l'impression que on claque dans les doigts, que tout le monde est riche et il est devenu subitement. C'est tout sauf ça l'entrepreneuriat. Et je me suis retrouvé, moi je l'ai vécu par le sale bout de la lorgnette, puisqu'à un moment donné, on est en train de travailler sur Begelstein. Moi, je me retrouve en fin de droit de mes droits précédents. Et la question, c'est de savoir qu'est-ce que je fais. J'ai 45 ans, je suis connu dans la région, j'habite Strasbourg. Je suis connu de par mon expérience du Racing Club de Strasbourg. Donc j'ai encore une aura et je peux rebondir. Et je peux pas me payer sur Begelstein. J'ai une femme et 3 gosses et tout ce petit monde, moi y compris, la fâcheuse habitude de manger 3 fois par jour. Et qu'est-ce qu'on fait, quoi? Mais j'ai la vision. Je me dis, putain, il y a un truc là. Il y a un truc. Je peux pas m'arrêter maintenant. Je peux pas ne pas aller au bout de l'histoire. Il se trouve que j'ai couru 18 marathons dans ma vie, bien avant que ce soit presque une mode, et dont certains salement. Je pesais 115 kilos, hein. C'était pas la même histoire. J'ai jamais arrêté. Ma vision de Begelstein, elle m'a porté. Là où c'est exceptionnel, c'est qu'elle a aussi porté ma famille. Parce que moi, je voyais la vision de Begelstein demain, et eux, ils voyaient les huissiers qui venaient chercher la télé. Hein. C'est pas pareil. Et je me dis, mais est-ce que je peux arrêter maintenant? Non. Ça a été, il faut que j'aille au bout. Peut-être que je vais me cramer les ailes. Peut-être que je vais y laisser des plumes, mais il faut que j'aille au bout. Je peux pas arrêter. Là, tu étais un vrai entrepreneur. Là, ouais. Ouais. Ce moment-là, et il a été. Alors après, il y a eu quand même des moments. On comprend aussi, il y a eu des moments très chauds, très complexes. Jamais, 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 jamais arrêté. Winston Churchill, pour moi, est un fournisseur un exemple dans plein de choses. Never, 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 never. Et il en met 10, un give up. Pas possible. Il y a une phrase aussi que j'aime bien de Nelson Mandela qui dit je perds jamais. Ouais. Soit je gagne, soit j'apprends. Ouais. Et toi, finalement, à chaque étape, ça t'a construit des briques qui ensuite t'ont permis de monter à la fois avec cette énergie entrepreneuriale, cet engagement dont tu parles si bien, et puis cette structure PwC, quoi, qui t'a permis pendant le Covid de tout remettre à plat pour reconstruire et de se sentir beaucoup plus fort. Absolument. Et ce sens de la formation qui m'a aussi été inculqué par ce biais du hasard, parce qu'un associé qui n'est jamais venu à Vitel et que je l'ai remplacé sur le
faut savoir saisir les opportunités. Et c'est aussi ça l'entrepreneuriat. C'est rebondir dessus. Ce socle, et en parlant avec toi aujourd'hui, ça se mesure. Il y a un travail d'introspection qui est aussi, et je t'en remercie, intéressant. C'est de voir que ça, c'est pas venu comme ça. Mais il y a plein de gens, et je le vois régulièrement, il y a plein de gens, et je suis très admiratif d'eux, chez qui ça vient comme ça. Alors peut-être qu'après, il y a d'autres effets de masse qui sont plus complexes. Moi, j'ai eu ce partenaire chez PW qui m'a embauché à Strasbourg. C'est assez marrant parce que ça aussi, moi j'ai fait une école de merde. Et les grilles de salaire de Price, c'est HEC, CESCP, puis Lyon et Deg, puis moi j'étais même pas dans les grilles. Et il m'embauche et il me dit ok, on te prend, mais t'es pas dans les grilles, donc c'est 30% de salaire en moins que les autres, quoi, pour le même travail. T'es d'accord ou pas? Et moi, c'était mon rêve de faire de l'audit financier. C'était vraiment mon rêve. C'est tout sauf glamour, mais aller toutes les semaines dans une autre entreprise avec une vraie méthodologie, et j'en avais besoin à cette époque-là, avec des clones de moi, parce qu'on sort tous d'école de commerce, c'est rassurant. Euh, et puis cette notion de dossier, de finance, d'international, c'était mon rêve. Mon rêve, quand on a un rêve, ça n'a pas de prix, en fait. Donc j'ai dit, bien sûr, j'ai rattrapé l'écart postérieurement, mais ça aussi, c'est la réflexion, il y a une petite dimension entrepreneuriale. Et on sait quoi de tes rêves aujourd'hui? C'est de voir la marque se développer. Quand j'inaugure un restaurant en Inde, tu vois, en Inde, quand là Gilles fait un travail colossal sur le Maroc où on est en train de travailler, mais on ouvre à La Roche-sur-Yon, on ouvre à Saint-Quentin, et quand je vois l'engouement d'un franchisé qui croit en la marque et qui nous a fait confiance, qu'on va aider, qu'on va porter parce que c'est ça la franchise, et qu'on voit les habitants de la ville qui ont les yeux comme des ronds de soucoupe en disant mais c'est quoi cet ovni là? C'est mon rêve, c'est le développement de ça, c'est de continuer à pouvoir créer de l'émotion chez les clients de Begelstein à travers la marque Begelstein le plus loin possible. Et peut-être que si je devais le localiser, peut-être que ce serait un beau clin d'œil d'ouvrir aux États-Unis, que des Français aillent vendre des bagels aux Américains. Alors c'est très complexe comme marché et on n'en est pas encore là, mais un jour. Et peut-être qu'ils apprécieraient la légèreté du bagel français. Peut-être. Ce serait un beau pied de nez. Ils aiment bien la baguette française. Ouais, ouais. En rétrospectivement, sur tout ce parcours, quel conseil tu donnerais à un jeune entrepreneur, tu vois, qui a envie de se lancer et qui a peut-être pas le même solide background que toi, mais tu vois, qui pourrait bénéficier de tout ce que toi t'as appris? Alors, il se trouve que Olivier Aucher, je le cite, qui était mon partenaire chez Price, qui m'a embauché, qui était un être exceptionnel et qui encore tous les jours, j'y fais référence quand j'ai des questions ou du management, parce que c'est un gars qui était hors norme et qui a su me faire passer des caps à des moments où c'était complexe pour moi, parce que techniquement, parce que psychologiquement. Et quand je lui demandais comment je pouvais le remercier, il me disait, fais juste la même chose avec d'autres. Et je le fais pas mal. J'essaye de tenir cet engagement avec lui. Et donc, j'aide aussi dans des pépinières avec des startups. Chacun des entrepreneurs que je vois a une vision. Chacun doute. Parce qu'à un moment donné, on est obligé de douter pour avancer. Et parce qu'on a des environnements qui sont pas forcément objectifs, qui vont venir rajouter du doute au doute. La première chose que je dirais, c'est vous êtes la personne la plus avisée pour vous-même. Écoutez-vous et croyez en vous. C'est des mots, mais franchement, j'aurais aimé qu'on me le dise un peu plus tôt. La deuxième, surtout ne jamais, jamais, jamais s'impliquer. Ça sert à rien. Alors, tu disais ça tout à l'heure, différence entre impliquer, s'engager. Tu peux préciser? Très simple. La différence entre s'impliquer et s'engager, c'est l'œuf au bacon. Dans l'œuf au bacon, la poule, elle s'implique, le cochon, il s'engage.
ce midi. Le faux bacon. J'aime beaucoup l'image. Et donc, il faut s'engager. Il faut mettre ses tripes sur la table. Parce que l'eau tiède, ça ne fait pas avancer les dossiers. Peut-être une dernière question. On parle beaucoup d'IA, tout le monde parle d'IA. On ne peut pas y échapper. Comment ça transforme le métier d'un franchiseur comme Begelstein ? Ça transforme à plein de niveaux. Ça transforme dans l'analyse de data. Aujourd'hui, alors spécialement dans la food, où tu l'as souligné, moi je suis très food tech. À un moment donné où on nous disait, mais attendez, la tech n'a rien à voir avec la food. Vous mettez des choses réelles dans le ventre et vous me parlez de virtuel. Et les mondes ne sont pas compatibles. Aujourd'hui, on ne sait plus ni acheter ni vendre sans la tech. Ça veut dire, je répète ça toute la journée à mes franchisés. Au début, il fallait que la bouffe soit bonne. Puis il fallait que la bouffe soit bonne et qu'il y ait un bon emplacement. Puis il fallait, aujourd'hui, il faut qu'il y ait la bouffe soit bonne, qu'il y ait un bon emplacement, qu'il y ait une bonne note Google. Parce qu'aujourd'hui, c'est un des facteurs clés de décision du consommateur. Toute cette data, on sait même plus comment la consolider. C'est-à-dire que avec des bornes de commande, avec une partie importante du chiffre d'affaires qui vient de Deliveroo / Uber Eats, avec des caisses qui sont le nœud technologique du restaurant, mais qui ne sont plus le seul point d'entrée de la data, la fidélité, le cashback, waouh! Et nous, on doit faire des sandwichs au milieu de tout ça et juste savoir combien de bagels au saumon fumé on a vendu dans la semaine, ça devient pas évident. Donc l'IA arrive, juste ce point-là. C'est une manne de dire, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je dois faire pour que ça change? Quelle traçabilité de pilotage tu mets pour le passé et quelles recommandations tu mets pour l'avenir? Combien je dois commander de kilos de saumon fumé pour la semaine prochaine pour diminuer mes pertes? On arrive à des choses qui sont assez fantastiques dans le pilotage d'un restaurant. Après, il y a aussi, je parlais de l'Inde où on a ouvert notre 9e restaurant, le Maroc, on a signé un contrat pour la Mongolie, à Ulaanbaatar. On est sur d'autres pays. Comment est-ce qu'on travaille l'arrivée dans un nouveau pays avec des nouvelles structures? Parce que moi, j'habite à Strasbourg. On arrive en Allemagne. L'Allemagne, c'est littéralement, et je n'exagère pas, à 500 mètres de chez moi. J'y vais en vélo. Mais on mange complètement différemment. Ça n'a rien à voir. Le bagel, tel que nous on le vend, il se consomme toute la journée. Ils en prennent à 8h le matin, à 11h, à 14h, à 17h. Sauf que ils sont beaucoup plus petits. Donc, il faut que je puisse m'adapter à ça. Mais l'IA, c'est merveilleux pour ça. Donc l'IA, ça transforme. Écoute Thierry, c'était un immense plaisir, cette discussion. Tellement partagé. On est allé assez deep dans ton expérience, dans tes leviers, dans ce qui a fait ton succès, ce qui fait ton succès au quotidien. Moi, je retiens, écoutez-vous et croyez en vous. Et grâce à toi, on va un peu plus s'écouter, on va un peu plus croire en soi. Un immense merci pour ton partage d'expérience. C'était un grand bonheur. Partagé. Merci à tous de votre fidélité. Je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition des Masterclass d'Excellence Managériale.